Bonsoir. Bienvenue à la soirée débat et film sur le Rojava. Priez-vous, s'il vous plaît, ne prenez pas de photos. Je suis Sevgi, membre de l'AGIN, Assemblée de femmes kurdes à Lausanne. Je vous présente Pauline. Un témoignage, elle a vécu entre 2017 et 2018 au Rojava. Ce soir, elle va parler de la place de femmes dans la révolution de Rojava et puis dans la société. Pour le débat, ça sera 2 parties. Première partie, 25 minutes. Pauline, elle va parler de ses expériences. Après la suite, 5 minutes de pause. Et puis deuxième partie, ça sera les questions et les réponses. Merci, Sevgi. Bonsoir. Je suis un peu choquée, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Voilà, je suis là pour vous raconter un tout petit peu mon expérience. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer pendant quelques mois au processus révolutionnaire en cours au Rojava, donc dans la Fédération démocratique du Nord et de l'Est de la Syrie. J'étais là-bas à un moment très important parce que c'était pendant la libération de Raqqa par les forces démocratiques syriennes qui ont libéré Raqqa des mains de l'État islamique. Et en fait, je voudrais juste vous raconter un petit peu mon expérience et vous expliquer un tout petit peu pourquoi je pense qu'on doit absolument tout faire tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre cette révolution et puis pour en semer les graines un petit peu partout. Parfois, on entend parler, on entend des Occidentaux qui sont allés là-bas, qui disent que c'est une révolution qui est pleine de contradictions, de problèmes. On entend des gens qui disent qu'il faut apporter un soutien, mais un soutien critique. Et ça, c'est vraiment le genre d'attitude qui me fait sortir de mes gonds. Et je trouve que c'est vraiment inacceptable. Et je pense que, en tout cas, de mon point de vue, moi, c'est justement ça qui m'a impressionnée et c'est justement ça que je trouve incroyable, c'est que malgré toutes les difficultés, mais toutes les difficultés que vous pouvez imaginer, cette révolution, elle continue et ce processus, il va de l'avant. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment impressionnée, c'est cette culture révolutionnaire qu'il y a là-bas. Et cette culture révolutionnaire, ça veut dire justement de pas fuir devant les difficultés, mais de leur faire face et puis de trouver une solution à chaque problème. Après, cette culture, c'est pas quelque chose qui a été créé depuis 2014, depuis qu'on entend parler de la révolution de Rojava, mais c'est une culture qui a été construite petit à petit grâce à tous les efforts des militantes et des militants du PKK, donc du Parti des travailleurs et des travailleuses du Kurdistan, et ainsi que d'autres partis communistes, des partis de gauche issus de la Turquie et du Kurdistan. Donc c'est vraiment des efforts et un travail sur des dizaines d'années qui a permis d'établir cette culture dans la région du Rojava. Une culture révolutionnaire, pour moi, c'était aussi cette reconnaissance en fait qu'on est toutes et tous issus du système capitaliste et qu'on est immanquablement influencés par ce système et qu'on a des comportements qui sont dus à cette influence. Mais c'est jamais dans une dénonciation de ces comportements, mais c'est plutôt agir pour transformer ces comportements. Une culture révolutionnaire, c'est créer un collectif, mais vraiment absolument inclusif, où tout le monde trouve sa place et tout le monde a une place légitime. On n'y entre pas parce qu'on est féministe ou parce qu'on est révolutionnaire, mais on le devient petit à petit toutes et tous ensemble. Et c'est aussi une culture où tout le monde est capable de tout. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est incroyable et exceptionnel là-bas. Par exemple, moi, j'ai rencontré des grands-mères, des femmes de 70 ans qui avaient vécu toute leur vie, qui avaient passé toute leur vie à s'occuper des tâches ménagères, à élever leurs enfants, qui avaient très peu eu une vie à l'extérieur de leur maison, qui aujourd'hui ont appris à se servir d'une Kalachnikov et puis qui l'utilisent pour défendre leur communauté, pour défendre leurs voisines, leurs voisins. Donc il y a vraiment cette reconnaissance que
tout le monde a les capacités de faire tous les travaux différents. Et je pense que ça, du point de vue de la révolution des femmes, c'était quelque chose d'extrêmement important. Contrairement à ici, où on a souvent des organisations qui sont un peu basées sur des affinités, là-bas, l'unité de base de l'organisation, c'est vraiment la proximité. L'unité de base, c'est l'organisation du pâté de maison. Donc on s'organise principalement avec ses voisines et ses voisins, et il y a vraiment une volonté, justement, c'est comme ça que cette démocratie de base est créée, en ayant des assemblées de voisinage qui rassemblent une dizaine de maisons, où la plupart des décisions qui concernent ce quartier sont prises, et après il y a une coordination, et c'est vraiment une coordination, c'est pas des décisions qui sont prises à un niveau au-dessus, c'est vraiment, il y a tout qui est remonté à travers un système de délégués au niveau plus en dessus pour assurer la coordination pour des sujets qui concernent plus qu'un quartier. Oui, moi j'ai assisté à plusieurs de ces assemblées de quartier et je trouve ça absolument incroyable. C'était vraiment des quinzaine de personnes assises par terre dans le jardin d'un des voisins. On va frapper à la porte de tous les voisines, tous les voisins pour être sûr que toutes les personnes qui ont envie de participer, elles participent. On s'interroge sur pourquoi il y a 2 ou 3 voisins qui participent pas. On les encourage à venir, on discute, on débat avec ces personnes. Je peux vous donner un petit exemple de la commune des camarades avec lesquels j'ai partagé mon quotidien pendant ces 9 mois. Une grande partie du travail en fait des révolutionnaires qui sont pas dans le domaine militaire mais qui participent à la construction de la société civile, c'est de justement s'engager des discussions avec les personnes qui sont un petit peu au bord de la révolution, qui sont pas encore inclus dans ce système. Par exemple, il y a une famille arménienne qu'on allait visiter régulièrement. Et c'est un petit exemple qui montre un petit peu la façon de s'engager, puis à quel point au début j'étais complètement à côté de la plaque et puis j'avais pas compris justement l'importance de ces interactions, où mes camarades me proposaient d'aller visiter encore une fois cette famille et j'ai réagi en disant mais moi j'ai pas trop envie d'aller les voir, je préférerais qu'on aille visiter quelqu'un d'autre. Il y avait une voisine, une famille avec une femme révolutionnaire avec qui j'adorais parler et c'est vrai que j'aimais bien aller chez elle. Et mes camarades m'ont dit mais non, mais nous on va aller visiter cette famille-là parce que justement c'était une famille très conservatrice où c'était toujours les femmes qui s'occupaient de la cuisine, qui s'occupaient de toutes les tâches ménagères. À chaque fois qu'on allait, mes camarades masculins se proposaient pour aider, pour faire la vaisselle et on leur refusait de faire ça. Et du coup justement pour eux c'était mais bien sûr c'est pour ça qu'il faut qu'on aille et qu'on aille d'autant plus et qu'on discute avec eux de pourquoi c'est comme ça, de comment on peut faire changer les choses, de comment faire que peut-être les femmes de cette famille elles puissent s'engager dans un des comités de femmes. Donc voilà, je pense que pour moi c'était ce genre de réalisation, c'était vraiment très important. Mais je pense aussi que ça demande énormément d'amour et puis d'éducation pour sa communauté de faire ce travail-là, de toujours engager les débats et les conversations justement avec les gens qui sont pas d'accord avec nous ou les gens qui sont plutôt conservateurs. Je sais pas à quel point vous connaissez déjà la situation, vous avez beaucoup entendu parler de la révolution de Rojava ou pas, mais en gros, cette révolution, elle est basée sur 3 piliers principaux, comme Aïzel l'a mentionné au tout début, donc qui sont l'écologie, la libération des femmes et puis la démocratie de base ou le fédéralisme. Et du coup, je voulais juste parler un petit peu plus de l'aspect de libération des femmes et puis de ce dont j'ai fait l'expérience et un peu des structures et des outils qui sont mis en place pour faire avancer cet aspect de la révolution. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette conversation toujours entre la pratique et la théorie où il y a une idéologie et puis avec cette idéologie, on décide de mettre en place certaines structures et après, quand on les vit dans la pratique, ça change de nouveau l'idéologie. Donc au niveau des structures qui sont là pour faire avancer la libération des femmes, il y a le système de coprésidence ou plutôt
co-représentation, je pense que ce serait plus juste, où à tous les niveaux, de tous les collectifs, de toutes les assemblées, de toutes les institutions politiques du Rojava, il y a une co-représentation d'un homme et une femme. Et sauf pour les organisations de femmes, où là, bien sûr, il y a des organisations où il y a des femmes qui sont organisées de manière autonome. Donc ça, c'est clair que c'était un pas très important pour assurer de la représentation des femmes dans les institutions. Après, l'organisation autonome des femmes, ça a été aussi très déterminant. Il y a des collectifs de femmes, il y a des maisons de femmes, et il y a à plein de niveaux différents. Il y a une organisation autonome des femmes en parallèle de l'organisation de la société en général. Et ces organisations ont un droit décisionnel sur toutes les questions qui touchent en particulier aux femmes. Et je pense que c'était aussi très important parce que comme c'est une société qui était très conservatrice, une société un peu féodale, il y a beaucoup de familles où les pères n'auraient jamais accepté que leurs filles s'engagent dans des organisations politiques si ça avait été des organisations mixtes. Et le fait que c'était des groupes de femmes, ça a permis l'accès à beaucoup de jeunes filles. Il y a bien sûr l'organisation des unités d'autodéfense des femmes qui jouent un rôle absolument important. Quand je disais avant qu'il y a cette idée que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi, je pense que les femmes dans une société aussi conservatrice aient pu prouver qu'elles peuvent se défendre elles-mêmes contre un ennemi tel que Daesh, et puis qu'elles puissent être au front tout autant que les hommes, et pas toujours, même sur le plan militaire, relayées à des tâches un peu de logistique. Ou, je pense que ça a été quelque chose de vraiment très important. Après, il y a aussi, par exemple, il y a beaucoup de coopératives qui ont été créées, dont certaines coopératives qui donnent du travail uniquement à des femmes. Et donc ça permet à toutes les femmes qui le souhaitent de devenir indépendantes économiquement. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Au niveau des outils, disons qu'il y a sans cesse des nouveaux outils qui se mettent en place. Il y a des choses très très simples. Par exemple, dans la commune dans laquelle je vivais, pendant un moment, disons qu'on partageait toujours les tâches ménagères. Chaque jour, il y avait une personne qui s'occupait de la cuisine et du ménage. Mais immanquablement, on avait l'impression que les femmes en faisaient toujours un petit peu plus. C'était une commune mixte. Et du coup, on a décidé pendant quelques mois d'interdire aux femmes de s'occuper des tâches ménagères pour essayer de rétablir un petit peu cet équilibre. Ça, c'est juste un exemple tout simple. Mais je pense que un des outils que moi, je trouve particulièrement intéressant et qui, je pense, peut s'appliquer devrait s'utiliser beaucoup plus, et ici aussi dans tous les collectifs, c'est le Tech Mill. C'est des séances de critique et d'autocritique qui se pratiquent quasiment tous les jours là-bas au sein des collectifs. Et c'est vraiment, ça peut être, donc c'est vraiment en fait développer cette culture de la critique bienveillante. Donc, comme il y a cette organisation où on choisit pas avec qui on s'organise, et on n'a pas non plus la possibilité de décider de sortir d'un collectif pour en rejoindre un autre parce qu'on a des problèmes interpersonnels avec quelqu'un ou parce qu'on n'est plus d'accord, du coup, il y a la nécessité en fait de résoudre les problèmes au sein de ces collectifs. Et donc le Tech Mill, c'est un outil très très important pour ça. Donc cette volonté vraiment de se dire, de toute façon on est ensemble, on doit avancer en tant que collectif, il faut qu'on se critique pour s'améliorer les uns les autres, les unes les autres. Par exemple, dans le domaine militaire, ça peut être des choses très simples comme hier, pendant que tu faisais ton tour de garde pendant la nuit, tu étais en train de fumer une cigarette, l'ennemi aurait pu te voir à cause de ça, tu as mis en danger ta vie et celle de tes camarades, il faut que tu arrêtes de faire ça. Donc c'est vraiment, c'est toujours quelque chose d'assez objectif, assez précis. Mais par exemple, moi j'ai été critiquée une fois par mes camarades parce que je faisais trop de tâches ménagères. Et ça m'a paru un peu bizarre. Mais on me dit non, tu es une femme dans une société révolutionnaire, tu sais qu'on doit laisser plus de place ou on doit forcer les hommes à prendre en main ces tâches-là et du coup, toi, tu dois te mettre en retrait.
Et c'est vrai que quand on vient de l'extérieur, qu'on parle pas très bien la langue, c'est une manière facile. Pour moi, c'était une manière de montrer que je veux m'engager et de me faire apprécier. Après, j'ai une autre camarade qui venait du Canada, qui elle s'est fait critiquer parce que elle était trop. C'était quelqu'un qui était très courageuse, mais elle voulait toujours être celle qui prend les risques, celle qui va au front. Et là aussi, on lui a dit mais c'est pas ça qu'on. En fait, c'est vraiment pas ce genre d'attitude, ni l'attitude de quelqu'un qui travaille beaucoup, ni l'attitude de quelqu'un qui est très courageuse, qui sont valorisés. Mais ce qu'on valorise, c'est vraiment comment on travaille en groupe. Par exemple, je sais pas si on va valoriser énormément si t'as un camarade qui est un jeune homme qui a des attitudes un peu patriarcales et que toi, tu réussis à l'aider à s'améliorer. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très positif et valorisé. Donc, en gros, toujours l'entraide de ses camarades, comment on fait pour s'avancer les uns les autres. En fait, moi, j'ai collaboré pas mal avec le comité de la santé là-bas, dans la ville de Kobané. Du coup, je voulais peut-être juste vous dire 2 mots sur ça parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, en plus dans le contexte actuel, parce qu'il y a vraiment une vision de la santé qui est complètement différente de celle qu'on a ici, une vision très très globale. Et puis il y avait un projet qui était très intéressant auquel j'ai eu la chance de participer, où dans la ville de Kobané, on a mis en place des centres de santé communautaires dans chaque commune, donc dans chaque quartier. Donc l'idée c'était d'avoir un endroit où non seulement les gens peuvent aller, je sais pas, se faire prendre la pression sanguine, ou les diabétiques peuvent faire contrôler leur taux, leur sucre, mais l'idée, c'est plus d'avoir une personne. Donc, en fait, dans chaque quartier, je vous ai dit qu'il y avait cette organisation par commune avec un co-représentant et une co-représentante, mais il y a aussi 7 comités. Donc, il y a le comité de l'éducation, comité de la santé, comité des infrastructures, comité de réconciliation, comité, je sais plus. Et donc l'idée, c'était que la personne responsable du comité de la santé, elle soit vraiment responsable de la santé de la population de ce quartier. Donc pas seulement des personnes malades, mais de faire en sorte que les personnes restent en bonne santé. Et donc par exemple, on avait une discussion à ce moment-là, il y avait pas mal de moustiques, et c'est vrai que dans un des quartiers, il y avait de l'eau stagnante. Et du coup, la solution, c'était, il faut qu'on discute avec le comité des infrastructures, parce qu'il faut qu'ils nous aident à assainir en fait cette eau usagée, et ça va protéger contre les moustiques et du coup contre les maladies infectieuses transmises par les moustiques. Où il y avait bien sûr énormément de collaboration entre le comité de la santé et le comité de l'économie, parce que inévitablement la pauvreté ça fait que les gens ont plus de chances de tomber malades. Enfin, c'est vraiment cette reconnaissance qu'il y a un lien entre la condition socio-économique des gens et le risque pour la santé, et du coup d'agir vraiment à la racine des problèmes. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des dizaines de personnes, des révolutionnaires, donc des personnes du Rojava ou des personnes qui venaient de la Turquie ou du Kurdistan du Nord, qui sont des personnes qui ont dédié leur vie à la révolution, donc qui ont complètement abandonné leur vie personnelle pour se dédier à cette révolution. Et il y a plusieurs d'entre elles qui sont tombées shahides au combat. Donc les shahids, en français on pourrait traduire par martyrs, c'est les personnes qui sont mortes en combattant pour cette révolution. Et je voulais juste, vous avez peut-être entendu parler par exemple de shahid Hélène Anna Campbell, qui était une jeune femme qui vient d'Angleterre, qui est partie rejoindre les YPG, donc les forces de protection des femmes au Rojava. Et je voulais juste partager ça avec vous parce que je pense que c'est une rencontre qui m'a énormément marquée. C'était une femme extrêmement déterminée et qui avait vraiment quelque chose de... Elle savait pourquoi elle était là et elle était vraiment tranquille avec elle. Elle avait quelque chose de très léger. Quand elle est arrivée, en fait, les camarades, ils voulaient pas l'envoyer au combat.
Mais pour elle, c'était inimaginable de voir ses sœurs kurdes combattre. C'était au moment de l'attaque de la Turquie contre le canton d'Afrin. Et du coup, on lui a dit qu'il fallait pas qu'elle aille tout de suite, qu'il fallait qu'elle reste. On lui a dit que elle était blonde et que c'était pas une bonne idée parce que elle serait une cible pour l'armée turque. Elle s'est teint les cheveux en noir et elle est partie à Afrin et elle a combattu contre les attaques de l'État turc et elle est tombée en martyr sous les bombes de la Turquie. Et en fait, il y a une de ses camarades qui a donné une interview à la radio juste après où elle racontait comment le jour avant, elle et Hélène, elles étaient sous un parapluie. C'est des parapluies qui protègent de la reconnaissance par les drones de l'armée turque. Et qu'elles chantaient ensemble la chanson de Rihanna, Under My Umbrella. Et ouais, je trouvais cette image tellement belle. En fait, cette légèreté au milieu de cette guerre. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Heval Sarin Avaz, qui était une jeune femme qui venait du Kurdistan du Nord, donc de la Turquie. Elle faisait partie d'un groupe de jeunes qui voulaient aller apporter de l'aide humanitaire à Rojava depuis la Turquie. Ils étaient plusieurs centaines et il y a eu une énorme attaque et il y a eu 33 morts. Et elle a survécu à ce massacre et après elle a décidé de rejoindre la révolution de Rojava. Elle était la commandante d'une unité de guérilla et elle aussi elle est tombée sous les bombes de l'armée turque. Elle avait participé à la libération de Raqqa de l'État islamique. En kurde, on dit que les martyrs ils meurent jamais, les chiites ils meurent jamais parce qu'ils continuent à vivre à travers les actions de leurs camarades qui continuent leur lutte. Et je trouve que c'est quelque chose de très très joli. Mais je pense, ouais, ça nous donne aussi vraiment cette responsabilité morale en fait de continuer ce chemin, de continuer la lutte que toutes ces personnes elles ont entrepris pour nous. Et c'est toutes des personnes qui voyaient dans le Rojava pas un espoir pour le Kurdistan, pas un espoir pour le Moyen-Orient, mais un espoir pour le monde entier. Et ça, je pense que c'est vraiment qu'elles avaient raison. Je pense que moi, je partage pas du tout le pessimisme de quelques personnes qui disent mais de toute façon la révolution elle va pas se faire en plein cœur du système. De toute façon en Europe le système il est tellement fort. Je pense que ce système il est dans une crise extrêmement profonde et puis que la guerre de la Turquie contre le Rojava c'est aussi une des expressions les plus violentes en fait de ce système qui est en crise. Et si nous on a été un peu choqués quand on a vu les attaques de la Turquie à la fin de l'année passée contre le Rojava, les camarades là-bas ils s'y attendaient parce que c'est clair que c'est un système qu'ils ont créé qui menace énormément le système capitaliste global et la Turquie et tous ses alliés impérialistes ils allaient pas laisser un tel système se développer, surtout au moment où ils commençaient à influencer d'autres régions, d'autres mouvements à l'international. Je pense que on a un rôle très très important à jouer depuis ici, notamment en Suisse. Il y a un accord de libre-échange entre la Suisse et la Turquie. C'est un accord qui a été pas renégocié, mais qui devait être réimplémenté à la fin de l'année. Et à cause de différentes oppositions, ils n'ont pas encore pu le remettre en place. Je pense qu'on a énormément de travail à faire pour faire en sorte que cet accord de libre-échange y tombe, pour faire en sorte que le gouvernement suisse arrête de soutenir l'armée turque dans sa guerre contre le Rojava. En Suisse, il y a énormément d'usines on exporte du matériel de guerre vers la Turquie, mais pas énormément. Mais par contre, on exporte énormément de pièces détachées ou de machines-outils vers la Turquie qui sont utilisées pour faire des bombes. Et ça, je pense que c'est une hypocrisie énorme et il faut absolument qu'on agisse pour empêcher que notre gouvernement soutienne ça. Suite à la dernière attaque à la fin de l'année passée, il y a une grande campagne internationale
qui a été organisé. Vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Rise Up for Rojava, donc se lever pour le Rojava. Et il y a eu une très très bonne réponse en Suisse avec beaucoup d'actions directes, des blocages dans les aéroports, des attaques contre les compagnies suisses qui profitent de la guerre, donc comme Crédit Suisse, comme Mercedes. Il y a eu différentes. D'ailleurs, il y a eu une attaque contre le Crédit Suisse à Lausanne. Bravo aussi, vous y étiez. Il y a aussi maintenant une campagne qui s'appelle Women Defend Rojava, donc les femmes défendent le Rojava, avec l'idée vraiment de prendre l'internationalisme des femmes comme alternative au système capitaliste global. Et je pense que c'est quelque chose de très très intéressant. Et là, on a créé un comité dans la région de Berne. Il y a un comité à Zurich aussi. Donc voilà, en gros, je voulais juste vous dire que si vous êtes impliqué dans une de ces campagnes, dans une de ces actions directes, si vous avez envie de l'être, moi, ça m'intéresse de discuter avec vous, de voir comment on peut mieux collaborer, comment on pourrait faire des choses ensemble. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de travail d'information de nouveau à refaire, parce que si on n'en entend plus parler, en fait, l'occupation de la Turquie du Rojava, elle continue. Et il y a des attaques en continu. Et la Turquie occupe maintenant toute une partie du Rojava. Donc, je sais pas... Moi, je suis par là ce soir, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées à discuter de ce qu'on peut faire, je vous propose de peut-être se retrouver et puis boire un verre ensemble après le film et discuter un petit peu. Je vais peut-être juste finir avec les mots de mes camarades au Rojava qui me disaient souvent que finalement la meilleure façon d'agir ici pour soutenir le Rojava, c'est d'agir ici pour faire des trous dans le système capitaliste, c'est de s'organiser, c'est de créer des structures organisationnelles les plus vastes possibles, parce que c'est la seule façon dans laquelle on pourra gagner. Et puis voilà. Et puis j'en profite juste pour saluer toutes les personnes qui sont engagées dans le collectif de la grève des femmes, grève féministe. Je pense que le 14 juin à Lausanne, c'était vraiment un moment historique, et puis que cette organisation qui continue, ça ouvre beaucoup de perspectives et puis beaucoup d'espoir pour l'avenir.